Minister, and Monsieur Manuel Valls, former French Prime Minister. Mrs. May served as Prime Minister of the United Kingdom between 2016 and 2019, only the second woman ever to hold the office. Her premiership marked the culmination of some 21 years of continuous service on the front bench, including 6 years as Home Secretary. And during this time, she was responsible for the safety and security of the United Kingdom, including policing, national security, borders and immigration. She continues to serve. Elle continue à servir comme membre du Parlement pour sa région. Une situation, une position qu'elle a tenue pendant plus de 20 ans. Je vous salue et je vous accueille aujourd'hui. Manuel Valls est né à Barcelone, en Espagne, et c'est le premier ministre de la Ve République à avoir acquis la citoyenneté française par naturalisation. Il a rejoint le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012 en tant que ministre et a été nommé Premier ministre par François Hollande en 2014 jusqu'en 2016. En tant que tel, c'est lui qui a déclaré l'état d'urgence après l'attaque terroriste du 13 novembre 2015 à Paris. Il est maintenant conseiller municipal de Barcelone, Manuel Valls. Bienvenue, chaleureusement. Je donne la parole à Madame Mandeville, pardon, du Figaro. Okay, thank you. Is everyone hearing me well? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Merci, Joan Ryan, pour vos mots de bienvenue, de votre introduction aux deux premiers ministres. Nous sommes tout de même à Paris. Donc, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir cette journée consacrée à la lutte contre l'islamisme en Europe et le terrorisme islamique. Et je suis tout à fait honorée de pouvoir modérer une discussion entre les deux personnalités de premier plan qui vont ouvrir cette conférence, qui sont donc Theresa May, un grand mot de bienvenue pour vous, et Manuel Valls. Bonjour, Monsieur le Premier ministre également. Vous avez tous les deux été, comme l'a dit Joan Ryan, donc ministre de l'Intérieur, et participé à ce poste, à la mise en place, à la conception de politiques de lutte et de prévention du terrorisme islamiste. Et puis, vous avez été confronté, comme elle l'a dit aussi, à de terribles cascades d'attentats terroristes pendant votre passage au poste de Premier ministre, notamment en 2015 pour Manuel Valls et pour vous, Theresa May, particulièrement une année 2017 absolument terrifiante. Et tout cela, évidemment, vous a amené à apporter des réponses dont nous allons parler aujourd'hui, des dispositifs de surveillance, de prévention en fait, d'attentats qui ont, et d'ailleurs beaucoup ont été empêchés, mais aussi des politiques de prévention plus liées à ce qui se passe en amont. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, maintenant que vous avez quitté la place, c'est que ces attentats, cette litanie d'attentats continue, on a eu une espèce de, je dis pas une gradation dans l'horreur, car je crois que tous ces attentats sont tous absolument effrayants pour nos sociétés, mais c'est vrai que ce qui s'est passé en octobre 2020 en France avec la décapitation d'un professeur d'histoire qui essayait de parler des questions de tolérance, de liberté en montrant des caricatures à ses élèves, évidemment, est dans nos esprits. Nous avons eu aussi tout récemment à Rambouillet une jeune policière qui a été agressée et tuée à l'entrée d'un commissariat dans la grande banlieue parisienne. Nous avons eu aussi des attaques contre des croyants français dans une église du sud de la France, autant d'éléments qui montrent à quel point cette menace et ce problème restent totalement entiers aujourd'hui, en 2021. Et je crois que c'est la même chose, Madame le Premier ministre, de l'autre côté de la Manche, où il y a eu aussi des attentats qui ont continué. Et je noterai notamment celui qui a ensanglanté la ville de Reading, où
un islamiste radicalisé a également attaqué des promeneurs alors qu'ils se trouvaient dans un parc. Toutes ces questions, finalement, toutes ces situations qui pèsent sur la psyché collective de nos sociétés et qui inévitablement continuera de peser et de modeler les choix politiques de nos concitoyens et de nos dirigeants. Et donc, ma première question, Madame le Premier ministre, Madame Theresa May, c'est pourquoi est-ce que tout cela continue à cette cadence? Pourquoi sommes-nous si désarmés face à l'islamisme combattant? Theresa May, please. Well, thank you. Thank you very much, and thank you for that introduction. Merci pour cette introduction. Et je suis très heureuse de vous rejoindre aujourd'hui, et spécialement Manuel Valls, car nous avons tous deux été ministres de l'Intérieur de nos pays respectifs. Vous avez posé une question extrêmement vaste. Nous ne sommes pas désarmés, mais nous n'avons pas pour l'instant gagné la guerre contre l'islamisme radical. Et un des points que nous devons reconnaître, c'est que c'est une grande religion. C'est une philosophie radicale et il faut cibler les extrémistes de cette philosophie radicale. C'est ça qui mène au terrorisme. Connaissent que ce n'est pas simplement ce que l'on peut considérer comme étant des mesures de sécurité grâce aux services de renseignement, aux législations, mais c'est une approche plus large au sein de la société si on veut véritablement faire face à l'extrémisme qui mène au terrorisme. Et donc, en ce qui concerne le Royaume-Uni et ailleurs, je pense, désolé si vous entendez cette cloche, il s'agit d'un alarme. Ce n'est pas une alarme, en fait, c'est la cloche qui nous appelle à la session du Parlement. Donc, il faut que les gens reconnaissent qu'il faut reconnaître ces menaces et il faut s'occuper de l'extrémisme. Mais ça prend longtemps et malheureusement, et quand on s'y attelle et qu'on essaie de détourner les gens des idéologies des groupes extrémistes, il y a d'autres façons utilisées par les islamistes extrémistes pour atteindre les esprits des jeunes. Et c'est une question clé dans notre lutte contre l'extrémisme qui mène au terrorisme. Manuel et moi en avons parlé par le passé. Nous devons nous assurer que nous prenons des actions pour arrêter. C'est l'extension de cette philosophie, l'empêcher d'être prêchée à travers l'Union européenne et qu'elle soit prêchée dans les mosquées ou dans les rues. Nous n'avons pas gagné la guerre pour l'instant contre cette philosophie radicale. Manuel Valls, êtes-vous d'accord avec Theresa May sur justement cette question de l'idéologie religieuse qui n'a pas suffisamment, qui a été sous-estimée quand on a travaillé en fait sur le terrorisme islamiste? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de solutions policières, de surveillance des réseaux, mais est-ce que finalement aujourd'hui cette question de l'idéologie et donc du continuum entre ceux qui endoctrinent en fait, qui targuent, qui ciblent, comme l'a dit Theresa May, certains membres de la population musulmane ou d'autres d'ailleurs, est-ce que c'est cette question-là qui est sous-estimée aujourd'hui dans nos pays? D'abord, laissez-moi saluer Theresa May, j'espère que vous m'entendez bien, saluer son leadership et vous dire combien j'ai eu à travailler, j'ai eu du plaisir à
et de l'intérêt à travailler avec elle quand elle était ministre de l'Intérieur ou chef du gouvernement britannique. Avec elle, qui avait déjà plusieurs années d'expérience, nous avons fait le constat en 2012, avec d'autres ministres de l'Intérieur européens, du type de menaces nouveaux auxquels nous faisions face. C'est-à-dire des jeunes Britanniques ou Français, des résidents sur nos sols respectifs, qui se rendaient en Irak et en Syrie pour combattre dans les rangs de ce qui allait devenir l'État islamique et nous combattre de fait aussi. Au fond, pendant des années, nous avons eu à faire face à un terrorisme qui venait de l'extérieur et puis progressivement, à la fin des années 90, au début des années 2000, en France comme en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, c'est au sein même de nos sociétés que nous avons découvert des individus britanniques ou français ou habitant depuis longtemps sur notre sol qui décidaient de s'engager contre nos valeurs, contre la démocratie, au nom d'une idéologie et, comme l'a dit Teresa, d'un islam dévoyé. J'avais moi-même évoqué en 2012 le fait que nous faisions face à un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Et je peux rajouter aujourd'hui que, comme l'a dit toujours Theresa May, c'est un combat de très longue haleine. C'est un combat en effet sécuritaire, judiciaire, mais pour éradiquer l'islamisme, pour éradiquer l'islam politique sur le sol européen, il faut beaucoup de moyens, ça sera long, il faut convaincre, et c'est en effet une bataille d'idées, une guerre idéologique, philosophique, de valeurs que nous devons entreprendre contre cette idéologie, contre ceux qui la portent, en l'occurrence essentiellement les frères musulmans et les salafistes, contre les organisations, les nébuleuses d'Al-Qaïda ou de l'État islamique qui se reconstituent, bien sûr au Proche et au Moyen-Orient ou en Libye, mais qui se reconstituent aussi sur nos sols respectifs, dont la cible principale sont les communautés musulmanes qui résident en Europe. Donc nous devons mener cette bataille avec les musulmans dans le monde et dans nos pays, et notamment en Europe, et savoir contre qui nous menons cette bataille, les frères musulmans, et aussi ceux qui les aident depuis l'extérieur, à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions, à travers les moyens financiers importants. Je pense notamment à des pays, pour ne pas les nommer, mais le fait de ne pas être au pouvoir permet d'être plus franc, la Turquie ou le Qatar. Donc c'est une entreprise de très longue haleine pour convaincre que nos valeurs sont des valeurs universelles et que l'islam a toute sa place dans nos sociétés européennes, mais qu'en revanche, c'est ensemble que nous devons battre et éradiquer l'islam politique et l'islamisme qui est un projet totalitaire dans nos sociétés musulmanes. Thank you. Merci beaucoup, Manuel Valls. Theresa May, precisely talking about, this sort of ecosystem. Nous parlons d'une sorte d'écosystème dans lequel l'écosystème se nourrit. Certaines personnes du Royaume-Uni, je m'en souviens, j'étais là pendant les attaques terroristes de 2017, il y a Haras Rafiq, qui est un Pakistanais britannique d'une fondation Tillian, qui travaillait alors avec le gouvernement dans une tentative de lutter contre l'islamisme, et lui disait qu'en fait, en dépit du fait qu'il y ait une reconnaissance de l'existence de chevaux de Troie au sein de la société britannique, il était extrêmement difficile de lutter contre eux, parce que ces gens étaient très enracinés avec plus de 25 organisations extrêmement actives partout dans les campus, au cœur des sociétés, au cœur de la société. Donc, quel est le problème là? Quels sont les obstacles à lutter contre cette idéologie et dans quelle mesure
ces accusations d'islamophobie, parce que ces organisations travaillent sur ce point de lutter contre l'intolérance, etc., et nous mènent parfois à accepter l'inacceptable au nom de la tolérance. Eh bien, c'est la façon dont on s'occupe de ce problème. Nous avons parlé de l'islamisme, du radicalisme. Le danger, c'est que certaines personnes ont la crainte, s'ils utilisent ce langage, d'être taxés de racisme et d'anti-musulmans, d'être des anti-musulmans, des islamophobes, en fait, en français. Ça a à voir avec les problèmes qui existent au sein de cette religion elle-même. Mais ils ont perverti la religion de l'islam. Et il faut faire clairement cette distinction entre l'islam et l'islamisme. Certains s'en sont occupés et l'ont fait. Et ces gens, en fait, semblent attaquer l'islam et les musulmans, alors qu'ils attaquent non pas l'islam et les musulmans, mais ils attaquent les radicaux islamistes au nom des valeurs qui sont les nôtres. Et les extrémistes attaquent nos valeurs. Donc il faut utiliser les vrais mots, les bons termes. Et pour pouvoir lutter contre l'islamisme qui pave la route au terrorisme. Je crois que c'est la même chose, les mêmes problèmes en France que nous avons ici. Il faut il faut faire parvenir ce discours, ces termes aux gens qui doivent l'entendre. Et c'est ça qui est très, très difficile. Eh bien, il faut que ce message passe véritablement aux gens qui sont sur le terrain, principalement aux jeunes. C'est eux qu'il faut convaincre de ne pas écouter les messages des extrémistes. Et je voudrais jeter une nouvelle idée. C'est l'identité. Un des grands défis, c'est que les islamistes tentent de diviser notre société. Ils prêchent un message qui demande à faire la différence entre musulmans et britanniques. La même chose en France. Les gens tentent de faire une différence, un clivage entre Français et musulmans. C'est inacceptable. Ici, au Royaume-Uni, vous pouvez faire partie de n'importe quelle région du monde et n'importe quelle religion. Nous sommes un mélange de toutes ces origines. Mais les extrémistes tentent de cliver les gens et de dire vous ne pouvez avoir qu'une seule identité et c'est à vous de choisir. Il faut le montrer que c'est possible. Il faut être des modèles, que ce soit des sportifs, des gens du monde des arts, de la politique, qui se considèrent comme britanniques et montrer à quel point cette tentative c'est une lutte à long terme. Mais il faut vraiment partir à la base, travailler au niveau de la base, atteindre, toucher la jeunesse et pouvoir leur permettre d'être à la fois des citoyens d'un pays, mais également fidèles à leur religion. Merci beaucoup, Theresa May. Si je puis me permettre, avez-vous le sentiment qu'on n'est pas aidé s'agissant de l'établissement de ces connexions, le fait de défendre ces distinctions que vous venez d'établir, des distinctions entre d'une part l'islam et l'islamisme radical? On n'est pas aidé par la gauche. À l'heure actuelle,
vous avez Jeremy Corbyn qui est à la tête du Parti travailliste et qui estime que ça n'a absolument rien à voir avec l'idéologie de l'islamisme. Il parle d'une carence s'agissant des services de police, il parle de radicalisation et d'après lui, l'islamophobie est derrière ces attaques islamistes. À mon avis, nous sommes face au problème suivant. Il y a des arguments extrêmes des deux côtés du spectre politique, à gauche et à droite, et ça n'aide absolument pas. Ça n'aide pas à prendre en charge cette problématique. Jeremy Corbyn prend en compte l'antisémitisme qui est un problème au sein du Parti travailliste. Et cette attitude antisémite entre en jeu et consiste à dire que ben non, il ne s'agit pas d'islam, il ne s'agit pas d'anti-islamisme, il s'agit d'autre chose. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas tout le monde qui a complètement reconnu l'importance de ce message extrémiste. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a été décrit comme étant un extrémiste qui va se transformer en terrorisme. Mais bien souvent, lorsqu'on a un véritable terroriste, il y a eu au préalable une radicalisation sur la base de ce discours extrémiste. Merci infiniment. Je voulais rebondir sur cette question précise, en fait, de cette distinction entre islam et islamisme. Et c'est vrai que quand vous étiez Premier ministre, c'était le moment où, aux États-Unis, par exemple, le président Obama ne voulait pas qu'on utilise le terme d'islam radical parce qu'il avait peur d'utiliser ce terme et de blesser le monde musulman et donc préférait utiliser un terme trompeur d'extrémisme. Donc, est-ce qu'à votre avis, cette question de la formulation, comme l'a dit Theresa May, est importante? Et je voulais ajouter à cette question, pour qu'on avance un peu, la question des modèles, parce que pendant assez longtemps, on a opposé le modèle britannique multiculturel, et donc les Britanniques disant notre modèle est supérieur parce qu'il laisse une forme de liberté et permet donc aux différentes communautés de se sentir chez elles. Et les Français disaient mais non, parce que vous avez finalement laissé s'installer à l'intérieur de votre société finalement des sociétés séparées. Et on se souvient de la fameuse époque du Londonistan que les Français regardaient avec une forme d'effroi et de désapprobation. Et de l'autre côté, il y a le modèle français que les Français ont estimé être supérieur parce que c'était ce modèle républicain qui avait permis de mettre de côté la religion et d'empêcher qu'elle ne vienne phagocyter et finalement incendier la politique. Et nous nous apercevons évidemment que d'une certaine manière, la laïcité est presque devenue une feuille de vigne qui a beaucoup de mal à gérer cette question de l'islamisme. Donc, est-ce que finalement, venant de deux modèles différents, nous n'arrivons pas exactement au même défi et aux mêmes questions? Celle du séparatisme, d'ailleurs qu'utilise le président de la République quand il parle de cette question. J'ai été l'un des premiers, et je le dis sans modestie, pardon, à utiliser les mots les plus clairs. J'ai parlé d'islam politique, d'islamisme dans mes discours à l'Assemblée nationale. J'ai nommé l'ennemi, l'islamisme, les frères musulmans, les salafistes, précisément pour bien distinguer l'immense majorité des musulmans, qui sont d'ailleurs dans le monde les premières victimes du terrorisme islamiste, de l'islamisme. De bien distinguer l'islam de l'islamisme. Même si, et il y a ici de plus grands spécialistes que moi, c'est une bataille idéologique, culturelle, religieuse qui a lieu au sein même de l'islam. Donc c'est un sujet vraiment global. Donc l'utilisation des mots, comme le disait très bien Theresa, est tout à fait essentielle. Et c'est pour ça que, par exemple, je refuse, moi, toujours de parler
d'islamophobie, puisque c'est ce mot qui a été inventé pour clouer au pilori, il y a 30 ans, Salman Rushdie. Donc les mots sont très importants. Deuxièmement, la question de l'identité et du modèle est tout à fait essentielle. Je crois que nos deux modèles, il y a ici des représentants d'autres pays, mais parlons du modèle britannique et du modèle français, ont à la fois leur part de réussite et d'échec. Mais reconnaissons, nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes. Et le problème essentiel pour moi est de voir une partie non négligeable, parce qu'il faut parler franchement, des musulmans de France, une série d'enquêtes qui ont été menées, non pas au terrorisme, mais à l'islam fondamental. Et parmi ceux-là, il y a une minorité, mais les plus importantes chez les jeunes, qui comprennent les actes terroristes et en tout cas les mises en cause de la République. Ça veut bien dire que la bataille que nous évoquions, elle doit être menée sur tous les terrains. Bien sûr, sur le terrain sécuritaire et judiciaire, dans les quartiers où il y a une présence de l'immigration, des enfants de l'immigration, dans les prisons. Hugo Micheron, qui est présent dans notre panel, pourrait en parler aussi. C'est un grand spécialiste de la radicalisation en prison. Et bien sûr, à l'école. Si Samuel Paty a été tué et décapité, c'est parce que dans un cours, il défendait la démocratie, la liberté d'expression, la possibilité de critiquer les religions. Il défendait les journalistes de Charlie Hebdo, il défendait la laïcité. Et la laïcité, vous l'appelez comme vous voulez, mais au fond, c'est notre modèle européen, avec évidemment des nuances selon les pays, et nuances bien évidemment que je respecte. Et au cœur de tout cela, si nous défendons des valeurs, ben nous défendons la démocratie. Nous défendons la séparation des églises et de l'État. Nous défendons l'égalité femmes-hommes. Nous défendons, par exemple, cette jeune femme, cette jeune fille, Mila, aujourd'hui en procès, et qui craint pour sa vie. Nous luttons contre l'antisémitisme, contre la haine d'Israël, contre l'antisionisme qui n'est que le paravent de l'antisémitisme et qui a fait des ravages au sein du Parti travailliste britannique. Et il y a une partie de la gauche française et britannique qui, pour des raisons trop longues à expliquer, mais par opportunisme électoral, a succombé à l'antisémitisme, en tout cas a été tolérant vis-à-vis de l'antisémitisme, c'est le cas de Jeremy Corbyn, et qui a accepté de fait des alliances avec ce qui serait le nouveau prolétariat représenté par une masse informe des musulmans. Je mets des guillemets parce que tout ceci est faux. Donc la bataille, elle est à la fois sur les mots, elle est sur le modèle que nous défendons, et ce modèle universaliste et européen, bien évidemment, de tolérance, et elle est sur le terrain, en comprenant bien où les frères musulmans, les salafistes, l'islam politique, l'islamisme veut nous mener. Et c'est à ces conditions-là que nous devons évidemment faire la séparation entre islam et islamisme, et que nous devons protéger nos concitoyens musulmans, puisqu'ils sont la cible, je le répète, des islamistes. Mais nous le faisons au nom d'un modèle de civilisation, qui est une civilisation européenne, mais qui est une civilisation universelle, de la démocratie, de l'état de droit, de respect des êtres humains, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que nos modèles, quels qu'ils soient, au fond, sont confrontés aux mêmes défis. Bien évidemment, nous, en France, nous sommes pour l'interdiction des signes religieux à l'école ou dans l'administration. En Angleterre, cela peut être différent. Mais derrière cela, il y a le même modèle. C'est pour ça que je suis convaincu, et je le dis à Theresa May, que quel que été le choix des Britanniques ces dernières années, la France et la Grande-Bretagne, mais avec les autres pays, ont sur ce sujet-là, qu'on soit ou non dans l'Union européenne, mais nous faisons aussi avec Israël, nous faisons aussi avec les signataires des accords d'Abraham, nous faisons avec nos amis des Émirats, nous combattons, nous avons le même modèle, au fond, de civilisation dans le monde et d'une bataille frontale et globale avec l'islamisme. Thank you very much. Laure, 2 secondes, juste pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes pour une dernière question qui sera aussi la conclusion de nos amis. Oui. Theresa May, you may want to Theresa May, souhaitez-vous réagir
aux propos de Manuel Valls. J'aimerais aborder cette question sur la base d'un continuum. Dans quelle mesure, en fait, dans quelle mesure est-ce que le système juridique européen a permis aux islamistes d'exploiter notre système judiciaire, nos tribunaux, nos libertés, notre système de droit pour diffuser leur idéologie, pour pouvoir passer à l'acte dans nos sociétés. Du temps où vous étiez Premier ministre, vous nous parliez de la façon dont la Convention des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme étaient allés trop loin dans la défense de certaines causes et ce faisant avait privé les États membres de leur capacité à se défendre, à défendre leur démocratie. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas le fameux syndrome de Gulliver. Ne sommes-nous pas dans un monde complètement différent, un peu comme Gulliver au pays des Lilliputiens? Et le terrorisme islamiste a peut-être constitué l'un des principaux facteurs du Brexit. J'aimerais répondre au dernier volet de votre question. Pour commencer, le son est extrêmement mauvais, l'interprète entend très mal Theresa May. S'agissant du Brexit, il y a différents facteurs. D'une part, l'immigration. Il y a de nombreuses personnes au Royaume-Uni qui sont issues de l'immigration. C'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour les autres pays d'accepter. Nous avons fondé le Commonwealth et nous avons ces relations historiques avec d'autres pays du monde et l'immigration est très importante entre ces pays du Commonwealth et le Royaume-Uni. Il faut bien comprendre que les facteurs qui ont sous-tendu le Brexit étaient de nature beaucoup plus générale. La population aspirait au changement. Et c'est quelque chose que l'on constate dans la communauté politique dans le monde entier. Et d'autres pays européens ont été affectés. La mondialisation a été bénéfique pour certains, mais pas pour d'autres. Et il est important de s'assurer que la population tout entière puisse profiter de la mondialisation et non pas simplement une frange de la population. Tous nos citoyens doivent pouvoir bénéficier de la mondialisation. Tout le monde puisse profiter de logements décents, d'emplois bien rémunérés, etc. On peut revenir à l'autre volet de votre question. Ce que je disais concernant la Cour européenne des droits de l'homme et des difficultés que l'on a rencontrées dans certains cas. Eh bien, à l'époque, il y avait des terroristes que nous souhaitions reconduire à la frontière et les renvoyer en Jordanie. Et nous en avons été empêchés par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il y a ce sentiment. On a le sentiment que si le gouvernement britannique estime devoir reconduire à la frontière un ressortissant jordanien car qu'il constitue une menace, que ce pays devrait avoir le droit de le faire. Et c'est le genre de problématique auquel on fait face lorsqu'on est aux affaires. Il est important de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être ainsi que la sûreté de nos citoyens. Ce sont là des valeurs qui sont au cœur de notre société. Et si vous voulez, c'est un numéro d'équilibriste permanent, car nous sommes face à différents systèmes juridiques au Royaume-Uni, en France, le cadre juridique est différent. La France a plus de pouvoir de détention s'agissant des suspects qu'au Royaume-Uni, mais il faut trouver le moyen de mettre en place les outils nécessaires pour assurer la sécurité de la situation tout temps
nous assurant du respect de leurs droits humains, car on ne saurait remettre en question les valeurs qui nous sont si chères. Les extrémistes, les terroristes, malheureusement, ne respectent pas de telles frontières, de telles lignes rouges. Et si on va trop loin, dans un sens, si on va trop loin dans le sens de la bataille et qu'on enlève leurs droits et qu'on empiète sur leurs droits, on aura d'office perdu la bataille, car ce serait nous abaisser au même niveau. Mais comme je vous l'ai dit, la priorité, c'est d'assurer la sécurité de notre population contre ces attaques horribles, alors que ce soit dans notre pays ou dans les autres pays d'Europe. N'oublions jamais les valeurs qui régissent notre action, les valeurs qui nous gouvernent. Merci infiniment. Si j'ai le temps, j'aimerais accorder 60 secondes à Manuel Valls sur ce même sujet. De quelle façon peut-on préserver la démocratie tout en luttant contre ceux qui souhaitent la détruire? La démocratie et l'État de droit sont fondamentaux face à tous ceux qui veulent l'abattre, qu'ils viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche ou évidemment de l'islamisme politique. C'est notre force et c'est notre faiblesse, mais il ne faut rien abandonner de l'État de droit. Mais ce que nous demandent les citoyens, c'est de l'efficacité, de la coopération entre les États, entre les systèmes judiciaires, entre les services. Et nous avons de ce point de vue-là travaillé très bien avec Theresa May quand nous étions au pouvoir, ensemble. Il faut traquer les financements, nous avons besoin de coopération internationale, il faut fermer les mosquées fondamentalistes, il faut déchoir de la nationalité des binationaux, notre droit nous le permet, qui ont été condamnés pour terrorisme. Il faut expulser les étrangers en situation irrégulière qui s'affranchissent des règles communes dans nos pays. Donc oui, ce qu'on me demande, c'est de l'efficacité, c'est de la coopération, c'est de gagner en efficacité, mais toujours avec les armes de l'État de droit, et elles évoluent avec nos législations, c'est le cas en France bien évidemment, encore ces derniers mois, et toujours avec les valeurs de la démocratie. C'est là-dessus que nous gagnerons, puisque les fondamentalistes, les islamistes, ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile, c'est l'affrontement, c'est expliquer aux musulmans que nous sommes contre eux. Non, c'est au nom de l'État de droit, de la tolérance, de la possibilité de croire ou ne pas croire, que nous défendons les musulmans dans nos pays respectifs. Ensuite, il y a d'autres problèmes. Je pense que l'un des grands défis de l'Europe, c'est la question migratoire, c'est les grands changements qui ont lieu en Afrique, mais là, c'est un autre débat. Mais c'est au nom, encore une fois, d'une civilisation, de la démocratie, de la liberté, de valeurs communes, que nous vaincrons. Ça sera long, mais je pense que nous vaincrons l'islamisme et l'islam politique. Merci beaucoup, Manuel Valls. Merci beaucoup, Theresa May, pour ce débat malheureusement trop court, mais tout à fait passionnant sur un sujet qui n'est pas épuisé. Et donc, je rends la parole pour le prochain panel.